Wesh l'équipe, wesh le gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode de Mike of Fame et on est avec Big Younes. Oubliez pas, aux grands hommes, la culture reconnaissante. Big Younes, comment tu vas? Très bien, merci et toi? Bah écoute, moi ça va très très bien. Avant de poser les bases de notre discussion, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais? Moi c'est Younes, un jeune entrepreneur et bientôt ancien sportif de haut niveau. Voilà. Ok. Du coup, sportif de haut niveau, dans quel domaine? Explique-nous. On va dire ça fait 20 ans que je joue au basket. Là j'ai 37 ans actuellement. J'ai commencé à 16 ans ma première saison en tant que pro. Et du coup entre-temps, je me suis un peu développé sur l'après-carrière. Et essayer de trouver ce que j'allais faire par la suite. On en discutera après. Ok, ok. Mais du coup, là, ça fait 20 ans que t'as dit que tu fais du basket, c'est ça? Ouais, exactement, ça fait 20 ans. Là, sur ma dernière année, j'ai joué du côté d'Angers, pas très loin de Nantes. Ça s'est très bien passé. Et ouais, là, c'est bientôt la fin, hein, tu sais, toute bonne chose a une fin. Du coup, je pense qu'il doit me rester un an ou deux et après, on va raccrocher les baskets. Donc, toute bonne chose a une fin, mais toute bonne chose a un début. Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé il y a très longtemps. Là, j'avais 12 13 ans, c'était du côté de Reims. On m'a initié au basket, j'y ai pris goût et Ouais. je me suis trouvé un talent à ça. Et j'ai continué à graver les échelons avec le temps. Et du coup, le contrat pro s'est proposé à moi à l'âge de mes 16 ans. Et c'est le rêve de tout jeune d'être professionnel. Donc j'ai fait les choses pour. Et voilà, j'ai pu vivre du basket pendant 20 ans. J'y vis encore. Peut-être encore un an ou deux, on verra. Et voilà. Et voilà, hein, comme t'as dit, un an ou deux, mais t'as déjà préparé la suite. C'est quoi la suite? La suite, c'est que moi, je suis une machine à projets. C'est-à-dire que je peux avoir 10 millions de projets. Là, j'ai réussi à en concrétiser un en quelque sorte. J'ai ouvert ma propre salle de basket avec mon associé sur Nantes, exactement à Sainte-Luce. Ouais. Du coup, pas très loin de Nantes. Et c'est une salle de basketball indoor, un peu comme ils font les Five Urban Soccer. Sauf que moi, j'ai ajouté un cabinet de kiné. Ouais. Donc, on a un kiné du sport sur place. Et une salle de muscu avec des coachs préparateurs physiques, etc., qui sont en auto-entrepreneurs, qui ont leurs clients et puis prennent les clients de la salle aussi. Ok, ok. Ça veut dire que du coup, là, t'as créé ta salle de basket. J'imagine que t'as plein de projets autour. Il y a énormément de projets. Franchement, comme on dit, c'est la maison du basket. Donc, en vrai, tout ce qui se rapproche, tout ce qui est lié au basket, on va dire, que ce soit les débutants, les amateurs, les professionnels, même les fauteuils, ceux qui sont en mobilité réduite, on accepte tout le monde. Bah, c'est hyper intéressant parce que avoir des lieux comme ça, c'est essentiel. Euh, Moi, le basket, ça a joué une partie importante dans ma vie aussi. Parce que, bon, je suis pas un grand basketteur, je suis pas Tony Parker ou je sais pas qui. Mais moi, quand j'étais plus jeune, bon, là, je suis toujours pas tout fin, hein, je suis encore bien costaud, mais quand j'étais plus jeune, je commençais à vraiment prendre du poids. Et en fait, moi, il me fallait un moyen de perdre ça. Et du coup, je me suis mis au basket. Et le basket, bah, c'est très physique. C'est-à-dire que j'ai perdu ce qu'il fallait que je perde à temps. Et c'est-à-dire que ça a toujours une symbolique. Après, bon, la vie a fait que je rencontre des gens qui étaient très forts au basket et que je me suis rendu compte que le basket, bon, c'est un truc que je kiffe, mais c'était pas spécialement le domaine dans lequel j'allais briller. Mais je sais que si on avait eu des lieux comme ça, comme Call of Ball, à l'époque, bah, ça nous aurait peut-être mis dans le mindset approprié pour continuer à taffer dessus et tout. Totalement, en vrai, ça c'est comme je dis, hein, quand il y a des jeunes qui viennent dans cette structure-là et qui viennent jouer, je dis vous vous rendez pas compte, parce que c'est vrai que c'est une structure de basket à part entière, mais il y a beaucoup de jeunes avec qui j'échange au quotidien, donc on échange, on parle un peu de culture, parce que la plupart des joueurs ne connaissent pas les joueurs que j'ai dans la salle, j'ai affiché des posters en fait de légendes du basket NBA, il y a le poster des légendes de basket françaises qui va arriver par la suite, mais la plupart des jeunes, ils connaissent pas tous ces gens-là, ils savent pas, ils voient que les Steph Curry qui tirent à 3 points, mais il y avait des gens avant eux, ces gens-là ils sont inspirés d'autres légendes. Voilà, c'est vrai qu'il y a LeBron James, les gars comme Kobe, Jordan. Mais avant même ça, il y avait des gens qui ont contribué à la légende du basket et j'essaie d'échanger avec eux pour leur faire comprendre que c'est pas facile. Quand tu les vois, tu vois que la finalité, mais derrière, il y a beaucoup d'entraînement. Donc je les encourage justement à s'entraîner et à profiter des lieux comme ça. Nous, on n'a pas eu cette chance. On n'a pas du tout eu cette chance. Nous, on jouait sur les playgrounds, des fois, tu vas dans les cités des quartiers. C'est basket, foot. Tu fais quoi? Tu peux pas jouer au basket parce qu'il y a que des gars qui jouent au foot. Donc en plus, dans des terrains, c'est du gazon. Là, c'est du synthétique bizarre, stabilé. Tu peux pas t'exprimer dessus. Parce que là, du coup, la vie fait que c'est le foot qui a pris le dessus. On n'avait pas trop de terrain approprié pour nous. Maintenant, on en a un. On en a à l'extérieur qui sont bien faits. Et maintenant, on a une salle indoor avec un parquet de qualité. Ok, ok. C'est le premier à Nantes, et dans l'ouest de la France, il me semble. Il y en Exactement. a d'autres en France. C'est quoi le rapport que tu entretiens avec les autres salles? En fait, on n'a pas de lien direct avec les autres salles.
Il y en a la plus proche, je crois, elle était à Bordeaux. Malheureusement, elle a fermé Ok. parce que ça n'a pas tenu. C'est très compliqué comme secteur d'activité, hein, vraiment très compliqué. Après, il y a celle de Paris, il y a la Hoops Factory, avec le créateur qui s'appelle Gilles Bravo, qui est un très très bon ami à moi, qui est venu le 15 septembre à l'inauguration de ma structure, qui m'a beaucoup aidé aussi dans les démarches à entreprendre pour les différentes de matériel à acheter dans la salle, l'organisation, etc. On est toujours en contact. Et après, c'est vrai qu'on est combien maintenant en France? 5 ou 6. Mais je reçois plein d'appels, car moi je l'ai fait en indépendant. Avec mon associé, on l'a fait en indépendant. On n'est pas rattaché à une franchise. Et c'est vrai que je reçois beaucoup d'appels d'indépendants qui aimeraient faire la même chose en fait. C'est-à-dire que tu as eu quand même un peu le soutien de la communauté du basket. Et là, les gens qui te rappellent, ils te donnent un peu l'occasion aussi de redonner, d'échanger avec eux. C'est-à-dire qu'en plus de partager avec les jeunes qui veulent faire du basket, c'est toute une culture qui est en train de s'installer, qui s'inscrit dans une culture encore plus grande parce que on sait, le basket, c'est lié en vrai à plein d'autres cultures. Et puis même toi, tu as plein d'autres passions. On sait que, toi et moi, on sait que le cinéma, c'est une de tes passions. Je sais que tu as plein de projets. On a des projets nous-mêmes en cours. Je sais que dans ta salle, tu fais en sorte qu'il y a plusieurs projets qui se passent. Tu es devenu un peu un lieu ressource. Je sais qu'il y a eu plusieurs tournages. C'était une volonté. En vrai, comme ça, quand tu crées un lieu culturel, parce que le basket, c'est un sport qui a une grosse culture, que ce soit dans la rue, c'est un sport de la rue à la base. Donc tout ce qui vient de la rue, voilà, c'est l'influence, le rap, la danse, le basket, le sport, la musculation, le skateboard, le tag, tout ça en fait. Et c'est vrai que j'ai créé ce lieu-là pour essayer de donner une chance à plein d'autres personnes d'être ambitieuses aussi, de pouvoir créer ce qu'ils ont envie. Moi, c'est vrai que dans ma structure, j'ai accueilli des gens pour un clip. J'espère faire des mini-séries et des films, pourquoi pas. Après, s'il y a des gars qui sont artistes qui veulent taguer, j'ai les murs qui sont faits pour ça. C'est-à-dire Ouais. que tous les tagueurs à Nantes, si vous êtes chaud, moi je vous laisse mon mur. J'ai plein de murs dans la salle, vous pouvez venir vous exprimer. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Ok, ok. Petite question à part, là, on sort un petit peu du sujet. On a abordé le cinéma. C'est quoi ton projet, ta série ou ton film phare? Moi, mon film préféré, c'est c'est un film que j'ai connu sur le tard. Il y en a un que j'aimais avant tout, c'était Bad Boys 1. Le film Bad Ok. Boys 1 m'a matrixé. Ouais. En vrai de vrai, ça m'a matrixé. Deux flics à Miami, des Renois, surtout qu'on n'avait pas trop comment dire, de, de Renois à la télé, hein, surtout en France. Alors qu'aux Ouais. États-Unis, en vrai, t'as vu, ils sont partout, dans toutes les séries, ils ont carrément leurs propres émissions, des talk shows, il y a des Renois, à la télé, aux informations, il y a des Renois. En France, on n'a pas trop cette culture-là. C'est vrai que quand j'ai vu ce film Bad Boys, là, j'étais très jeune. Quand j'ai vu Will Smith et Martin Lawrence, d'ailleurs, ils sortent un film encore là, ils sortent le Ouais. quatrième, je crois, c'est Bad ça. Boys for Life, un Ouais, truc c'est comme ça, ça. c'est un truc de voilà, les gars, ils ont duré sur le temps. Donc, ouais, donc le film Bad Boys, tu vois, c'est le film vraiment qui m'a fait kiffer le cinéma. La course de Will Smith dans le film, quand la meuf va se faire kidnapper dans l'hôtel et qui court torsionné avec la chemise ouverte, bah, je te jure que cette scène-là, je l'ai fait tout ça dans le quartier. Je suis sorti en bas de chez moi, j'avais une chemise, j'ai couru, comme un ouf, tu vois. Tellement il m'a matrixé le film. Franchement, non, le cinéma, ça a une grosse place dans ma vie parce que je regarde énormément de films, énormément de séries. Je suis en train d'écrire un film Ok. sur une histoire nantaise. Je peux pas trop en parler parce que tout le monde connaît cette histoire. Elle a fait beaucoup de mal aux gens dans la ville de Nantes. C'est un drame qui s'est passé. Et en fait, j'aimerais vraiment créer un film autour de ces personnages-là que Ouais. j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu des grands moments, comme des plus mauvais aussi. Parce que toujours, hein, quand on est amitié, quand on est des potes, il y a toujours des bons moments et des plus mauvais moments. Et en vrai, je suis dessus, j'ai bientôt fini. Merci à ChatGPT, parce que ça m'a beaucoup aidé, en Ouais. vrai. Tu vois, et voilà, non, franchement, le cinéma, c'est un truc de fou. Ça permet de voyager. Quand t'es triste, quand t'es fatigué, quand t'es en famille, vous mettez un film, ça fait toujours plaisir, tu vois. Il y a toujours. C'est important, je pense. Le cinéma, la musique et le sport. Ouais. C'est-à-dire là, on a un bon aperçu de tout ce que tu fais. Là, on voit que tu es quelqu'un de très créatif. On voit que tu es quelqu'un avec, comme tu as dit, 1000 projets. Maintenant, pour replacer les choses un peu dans leur contexte, Younes, où on s'est rencontrés? Ah, on s'est rencontrés lors de manifestations. Ouais. Voilà. Après les graves événements qui sont passés aux États-Unis. Du coup, ça a éclaboussé un peu la France. Ça a réveillé un peu les personnalités françaises. Et du coup, on a fait une marche ensemble pour un frère à nous qui est décédé sur Nantes. Et du coup, ça a réuni un grand monde sur Nantes. Ça s'est très bien passé. Et j'étais étonné parce que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai rencontré énormément de monde d'un coup. Mm. Je connaissais beaucoup de monde, un peu, des gens de mon âge. J'ai vu des jeunes qui étaient présents avec nous, qui ont. Franchement, ouais, non, c'est compliqué d'en parler un peu en vrai, parce que à chaque fois que j'en parle, on en a parlé la dernière fois d'ailleurs. C'était bizarre, tu vois, parce que c'est vraiment un pote, un frère. Abou qui est décédé.
Et pour bavure policière, encore une fois. C'est Et ça. non, c'était un grand moment. Franchement, ça s'est très bien passé. Et je t'ai rencontré là, t'étais avec deux femmes, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que vous organisez la marche le lendemain, exactement. 2 jours plus 2 jours tard. plus tard. Ouais, Non, franchement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis après, ça a matché. On a discuté, on s'est contacté sur les réseaux. Tu exactement. m'as proposé des projets, j'ai tout de suite validé. Il faut savoir que quand il y a des jeunes qui te proposent des projets qui sont un minimum carrés, même si c'est pas trop carré et que c'est intéressant, moi j'ai toujours la porte ouverte, tu vois, on peut en discuter. Et je dis pas que je vais valider à 100%, on en discute et je te dirai ce que j'en pense. Peut-être t'orienter aussi un peu et pourquoi pas valider ensemble. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a comment dire, il y a une espèce de suite logique dans la manière dont on s'est rencontrés et de ce qu'on fait maintenant. Parce qu'on s'est rencontrés dans une action assez engagée. Et en fait, dans ce qu'on fait, il y a quand même une forme d'engagement parce qu'on est en train de. Tu vois, je pense que inspirer les générations à venir, c'est quand même une forme d'engagement. C'est-à-dire que, tu vois, là, nous, maintenant, il y a le projet Mike of M, c'est un peu pour ça qu'on le fait, pour montrer des parcours inspirants. Tu vois, on a fait plein de projets ensemble, t'as ta salle, tout ça et tout. Et de valoriser tout ça, il y a un espèce de truc qui est hyper intéressant parce que du coup, les frères, ils vont pouvoir se dire, ah, je peux faire ça, je peux faire du cinéma, je peux faire du basket, je peux créer une salle, tout ça et tout. Donc ça veut dire que il y a une démarche limite, pas politique, mais engagée en tout cas. Du coup, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Clairement, avant d'être une salle, en fait, c'est un lieu de vie. Tu vois, c'est un lieu de vie et je vais pas dire inspiré, mais c'est montrer aux gens que c'est possible en vrai, tu vois. C'est-à-dire que si je l'ai fait sans diplôme de fou, parce que j'ai étudié aux États-Unis, j'ai eu mon bac là-bas, moi. Et c'était plus facile qu'en France, je vais pas te mentir. Mais du coup, tu vois, enfin, si je l'ai fait, c'est que tout est possible. Ça fait depuis 2019, je suis sur le projet. Plein de personnes de mon entourage m'ont dit ouais, non, tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué. Non, faut pas parler de tes projets, etc. Moi, je m'en fous en vrai, tu vois. Si j'ai un truc, je le dis. Si j'ai un projet, je dis ouais, j'ai envie de faire ça. Ouais, n'en parle pas à tout le monde. Mais je fais ce que je veux, tu vois. Si j'échoue, c'est pour moi. Si je réussis, c'est pour moi. Tu vois. Chacun son étoile. Moi, j'ai mon étoile. D'accord, j'ai mes anges, j'ai tous les gens qui me protègent. Si je réussis pas, c'est qu'il y a une raison. Si je réussis, c'est qu'il y a une autre raison aussi, tu vois. C'est pas forcément que tu réussis que c'est bien non plus, tu vois. Donc voilà, après, il faut comprendre un peu le concept. Mais moi, voilà, le centre Call of Ball, j'ai vraiment créé ça c'est un lieu de vie. C'est-à-dire que, admettons demain, si on peut avoir des conférences avec des jeunes qui veulent montrer des films, moi, on peut inviter des gens de Paris, des réalisateurs, etc., même nantais, parce qu'il y a un gros vivier à Nantes, des Mm. humoristes, il y a tout. On peut carrément créer des événements là-bas, envoyer des vidéos dans les différentes plateformes, etc., et puis donner de la force à tout le monde. Comme j'ai dit, c'est pas qu'une salle de basket, c'est vraiment un lieu de vie. Ouais, et puis ton parcours, il est intéressant, mais il est intéressant pour les roses, mais il est aussi intéressant pour les épines. Parce que là, on parle beaucoup des victoires, tout ça et tout, mais il y a eu des moments marquants dans ta carrière qui auraient pu être compliqués et qui tu as réussi à surmonter. Je pense notamment à un moment en particulier, je pense que tu vois lequel. Ouais. Euh, ta blessure juste avant le draft en NBA, est-ce que tu peux nous dire un mot dessus? Les épines. Les épines, c'est ça. Sujet épineux. C'est j'ai épineux. Non, même avant ça, en fait, il y a un événement qui m'a fait passer, qui a changé ma mentalité. C'était le championnat d'Europe en 2003, c'était en Espagne. Ouais. On joue l'Espagne à Madrid en quart de finale de l'Euro. Fin de match, j'ai un gros shoot à mettre. Je le Ouais. rate. Donc je le rate, on perd. On est éliminé de le championnat d'Europe. Et après ce match-là, en fait, j'ai ressenti, comment dire, une déception. Je crois que c'est la pire que j'ai eue en vrai. Tu vois. Parce que depuis ce jour-là, dès que j'ai eu cette déception-là, je me suis dit, ça arrivera plus. Ça sert à rien de se mettre dans cet état-là. En fait, c'est du sport. C'est que du sport. Tu gagnes, tu perds. Et puis voilà, on passe à autre chose. Et par la suite, bah, du coup, j'ai mené la petite carrière que j'ai eue quand même. Parce que j'ai fait quand même quelques clubs de pro A, j'ai joué à l'étranger. Et du coup, on va revenir ce qui s'est passé en université. J'étais aux États-Unis, en Californie, en salle de muscu et tout. J'étais en train de soutenir un ami qui faisait du développé couché. Donc, je me suis mis sur un côté. Il n'y avait pas de pince sur la barre parce qu'en fait, il y avait trop de poids. Du coup, il a soulevé la barre. Et moi, je parlais avec les gars et tout, je faisais pas trop attention. C'est un petit peu de ma faute aussi. Et à un moment, je vois une ombre. Tu vois, parce que nous, les basketteurs, on a une vision périphérique. C'est vrai qu'on voit des trucs, mais on calcule pas forcément. Et là, quand je me retourne, en fait, je vois que la barre, en fait, est en train de se vider d'un côté. Et du coup, moi, j'ai fait un pas en arrière. Et en fait, quand la barre allait retomber de l'autre côté, bah, là, en fait, ça s'est écrasé sur mon genou. Du coup, ça m'a brisé ma rotule en deux. Et de là, j'ai dû me faire opérer. Et on va dire, c'était peut-être 6 mois avant la mock draft. La mock draft, en fait, c'est les spéculations autour de la draft. C'est-à-dire que lui, il sera peut-être premier, lui, il sera peut-être troisième. Moi, j'étais au deuxième tour. Spéculation, toujours. Après, ça allait
avec mes performances que j'allais faire par la suite, sur les 3 mois suivants, dans l'université dans laquelle j'allais aller. Du coup, je me blesse. Je n'avais pas signé dans ma nouvelle fac. Du coup, bah, blessé, hein, aucune fac prend un joueur blessé. Ouais. Du coup, j'ai dû rentrer en France. Et là, c'est le retour à la réalité. Parce qu'il faut savoir, quand je quitte la France, moi, je suis issu du centre fédéral. Le centre fédéral, c'est le plus grand centre de basket en France, où il y a les plus grands talents par génération. Ils prennent 5 joueurs. Du coup, j'étais vraiment mis dans les cases fédérales. C'est-à-dire que quand je dis que je vais aux États-Unis, ils m'ont carrément dit, si tu vas aux États-Unis, on ne te reprendra plus jamais en équipe de France. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit déjà, je fais ce que je veux, parce que c'est moi, c'est mon Ouais. avenir. Et de deux, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller aux États-Unis, je vais tout faire pour aller en NBA. Et là, en fait, ils n'auront pas le choix. Ouais. Et du coup, ça sera ma propre revanche. Donc il faut savoir que quand je me blesse, le 3e jour, je pense à tout ça en fait. Je me dis, bah là, j'en ai avoir pour 1 an. J'ai pas de fac universitaire. Je vais rentrer en France. Je vais retourner au quartier. En gros, ils ont gagné. Donc ça m'a mis un petit coup, tu vois. On appelle ça une dépression. Ouais. Un truc que je connaissais pas avant. Parce que c'est pas un mot qu'on utilise, nous, voilà, Ouais. dépression, les psys, etc. et tout. On parle pas de ça, nous. Du coup, j'ai dû me reconstruire seul avec ma famille. Et heureusement qu'elle était là. Puis il y a mes potes aussi, mon noyau dur. Et ça m'a aidé à relever la tête, à reprendre le sport. Et voilà, quoi. Du coup, j'ai échoué à cette marche-là. Mais je regrette pas, comme je dis, je regrette pas. Parce que c'est arrivé au bon moment, en fait. Ça m'a permis de faire tout ce que je fais après et de vraiment prendre goût aux choses. Quand on te donne tout, quand tu fais du sport, c'est trop facile. Là, j'ai dû vraiment charbonner pour revenir et faire ce que je fais maintenant. Et c'est pas fini, c'est que le début. Comme tu l'as dit, c'est que le début. Et en parlant de ça, là, tu as eu une nouvelle entrée en poste il y a quelques temps, il y a quelques mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est quelque chose quand même, hein. C'est vrai qu'il y a le basket, le monde du basket, comme j'ai dit, bah, je vais le quitter, je vais vers la salle. Donc la salle, ça reste quand même l'univers du basket, etc. et tout. Et la suite logique pour moi, c'est de prendre d'autres fonctions. Et moi, j'aime tout ce qui est jeux vidéo, football manager, etc. et tout, c'est un truc que j'aime. Et j'ai discuté avec le président de la fédération du Bénin, parce qu'il faut savoir que je suis marocain, béninois et gabonais. Du coup, j'ai fait un tournoi avec eux à l'époque, il y a 2 ans maintenant. Et j'avais parlé du pays, j'ai dit, bah, ce serait bien qu'on développe un peu le basket là-bas, parce que c'est vrai que là, je suis arrivé à 35 ans là-bas, alors que j'aurais pu venir avant faire des événements avec eux, des tournois, aider, Ouais. malgré tout. Et là, on a discuté, et de fil en aiguille, ça est venu me proposer le poste de manager général. En fait, de ne pas faire l'erreur qui a été faite depuis des années, en fait. C'est que il y a la diaspora, les jeunes issus de la diaspora en France, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a un peu partout dans le monde. Et des Béninois, il y en a partout. Eux-mêmes, ils savent pas qu'il y a des équipes nationales. Donc on m'a donné le rôle pour les contacter et pour les réunir justement et créer un noyau pour faire une grosse sélection. Donc tout autant pour les hommes que pour les femmes. Donc du coup, je dois gérer les 2 sélections pour le 5-5, donc le 5-5, le basket traditionnel, Ouais. et le 3-3. Le 3-3, c'est une nouvelle discipline qui sera aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, la France est qualifiée. Ouais. Il y a des potes à moi qui sont dans cette équipe-là qui iront aux Jeux Olympiques. C'est une grande fierté, franchement, on a commencé ensemble. On leur Du envoie coup, de la voilà. force déjà. Ah ouais, grosse force, hein. Raphaël Wilson, big up mon gars. Le pire, c'est que j'ai joué avec ces gars-là et les voir là faire les Jeux Olympiques, franchement, ça fait plaisir. Surtout d'où ils Incroyable. viennent, d'où on vient, le basket de rue. Voilà, franchement, respect. Donc voilà, donc je suis manager des équipes nationales du Bénin, féminin, masculin, du 5-5, 3-3, jusqu'aux jeunes de moins de 18 ans. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Parce que c'est pour toi, comme changement, déjà c'est une fierté, déjà, j'imagine. Mm. Et puis c'est des responsabilités. Là, il me semble que tu vas avoir un été très mouvementé. Ah, c'est clair, j'aurais un été chargé. Après, en vrai, quand on m'a donné le poste, on en a discuté. Pour moi, c'était juste un mot, tu vois. Ouais. Donc quand j'ai annoncé ça à des potes à moi, ils m'ont dit, mais tu te rends compte, c'est une dinguerie quand même. Je dis, mais comment ça? Il dit, t'es manager d'une nation, en fait, d'une équipe, d'un sport d'une nation. Ouais. C'est un truc de fou. Et plus j'avance, plus je parle avec des gens, plus je me renseigne, plus on discute, plus j'échange avec les différentes personnes des fédés. En fait, je me rends compte que c'est un travail énorme. C'est un Ouais. truc de fou. Et j'en suis fier maintenant, tu vois. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est un poste, voilà. Tu vois, parce que quand tu connais pas, tu sais pas. Ouais. Là, je me rends compte des choses que j'ai à faire. Ça va être incroyable. Là, cet été, je vais voyager dans 5 pays d'Afrique en 2 mois. Pour des compétitions, je vais suivre les jeunes de moins de 21 ans, moins de 23 ans. Il y aura un stage officiel avec les joueurs de la diaspora et les joueurs du Bénin qui vont se réunir pour la première fois. On va faire un camp de 15 jours sur Cotonou. Ça va être incroyable. Incroyable. Sachant qu'on a des joueurs partout. On a des joueurs au Japon, aux États-Unis. Je vais les faire descendre. Ça va être un truc de fou, tu vois, le mélange. Et moi, on va pouvoir travailler dessus et préparer les prochaines séances et pouvoir mettre le Bénin sur la carte du basket. C'est ça. Et puis comme tu es un aventurier, on sait que il y a un de tes grands projets que tu avais en tête que tu vas réaliser. Là, vous allez... Ah, franchement, il y a des. Ça, après, c'est un peu personnel, tu vois. Mais il y a des animaux que j'aime beaucoup,
Notamment, tout le monde me connaît, tout le monde sait que j'aime les gorilles, tu vois. Ouais. Donc, apparemment, il se dit qu'on ferait un tournoi du côté de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays que j'aimerais visiter. Et pas pour que le basket. C'est pour les gorilles, justement, parce que tu peux faire des safaris avec eux et tout. Et j'ai entendu dire qu'on allait là-bas. Si on va là-bas, je pense que c'est une chose que je ferais. Franchement, Incroyable, c'est une chose que je ferais. incroyable, incroyable. Mais c'est une fierté en vrai, là, tout ce dont tu nous parles, tu vois, c'est des rêves en fait. C'est manager d'une équipe, euh, ouvrir sa salle de basket, même tout ton parcours. Parce que même si le fait d'être dans les présélections, prévisions de la draft, c'est déjà un accomplissement de fou. Le fait d'avoir continué sur sa lancée ou de se dire, parce qu'à un moment, tu as fait un choix, tu as fait le choix de partir aux États-Unis alors qu'on t'a dit que si tu pars aux États-Unis, on ne te reprendra pas. Tu as fait ce choix-là, mais tu as quand même réussi à continuer sur ton parcours, tu as continué à développer ça. Franchement, c'est un exemple de détermination et de témérité. Ça veut dire que c'est hyper intéressant. Et en plus, c'est dans la suite logique de ton parcours parce que l'Afrique, c'est un continent que tu connais. Il me semble que tu as fait beaucoup de projets là-bas. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Ouais, je vais pas mentir. euh, Quand j'étais jeune, tout en fait s'ouvrait à moi. C'était très simple. C'était assez fluide jusqu'à ce que je parte aux États-Unis, etc. et tout. Donc en gros, tu fais les choses sans vraiment prendre conscience de ce que tu fais. Après cette blessure-là, j'ai vraiment pris conscience de choses en fait. Quand on te dit, ouais, une blessure, ça peut arrêter ta carrière, tu peux ne plus marcher, tu peux plus faire de sport. J'ai eu la chance de me blesser plusieurs fois et de revenir à chaque fois. Parce que j'ai eu le processus quand j'étais plus jeune. Mais tout, en fait, tout sous vraiment, c'était pas prévu. La salle de basket, c'était pas prévu. C'est une discussion que j'ai eue avec un pote à moi, Andrea, qui est dans le sud. Il m'en avait parlé. Je lui dis, mais t'es un fou, ça marchera pas. Moi-même, je lui dis, jamais de la vie, je vais payer pour jouer au basket. T'es fou, quoi. Jamais. Moi, je trouve un gymnase, on va faire une porte d'un gymnase, on va y jouer. Ouais, Et en fait, de fil en aiguille, en vieillissant, en prenant de la maturité, tu te rends compte que c'est une demande qui est intéressante aussi. ouais. Aux États-Unis, ils sont en avance, ils font ça depuis peut-être 30, 40 ans. Ça, là, après la sélection, le fait d'être manager d'équipe nationale, en fait, c'est le fait de plus tu vieillis dans le sport, plus tu prends de la maturité. On appelle ça les OG, tu vois, les anciens des équipes. Et quand tu es un ancien, tu as plus de dialogue avec le coach. Vous échangez plus. Quand tu es jeune, tu joues. Quand tu es vieux, tu échanges avec le coach, il y a des stratégies, ouais, il te pose des questions, ouais, tu penses quoi de ça, etc. Du coup, j'ai aimé cette chose-là, tu vois. Comme je fais l'été en général, là, je vais participer, je pense encore, cet été au K54. Je l'ai fait l'année dernière, je l'ai joué, je l'ai fait en tant que joueur, je l'ai fait en tant qu'entraîneur. Franchement, c'est Ouais. intéressant de fou. K54, c'est un événement. Depuis, j'en parle avec mes proches, j'ai trop envie de le faire. Faudrait que j'arrive à aller un de ces quatre. Mais vraiment, même dans ce que ça représente. Parce que, comme tu as dit, nous, on était en France, dans cette culture où c'était le foot qui primait. C'est-à-dire que nous, fans de basket, Ouais. fallait trouver nos trucs, tu vois, tout ça et tout. Et là, qui est 54, ça veut dire que ça ramène un truc à notre culture, à notre hype, tout ça et tout. Et c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a un gros truc à développer autour de ça. Et j'allais dire quoi? J'avais une question pour toi, en tant qu'un peu spécialiste. Les Jeux Olympiques, t'as une équipe en favori, tu penses qu'ils vont rafler le basket? Franchement, pour revenir au K54 avant tout, un gros big up à Amadou Sidibé, parce que c'est lui qui a fait ce que c'est maintenant, la culture. C'est le meilleur tournoi de basket au monde. Il est à Paris, sponsorisé par Jordan et Nike. Il a fait venir les légendes du basket. Franchement, c'est un truc de fou. C'est fort. Chaque année, il a une paire de Jordan édition K54. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est-à-dire qu'il a plus de paires d'édition que certains joueurs NBA. Eh, C'est-à-dire qu'il a des paires K54, édition K54. Il a plus de paires que certaines signatures shoes de joueurs NBA. on C'est le, un truc de malade. on le big up. Si un jour il veut venir dans le podcast, c'est le bienvenu. Ah, on va lui passer le message. C'est Je ça. passerai le message. Mais vraiment, franchement, big up à lui parce que c'est vraiment une personne qui m'a motivé. C'est Ouais, grâce à lui que j'ai créé Call of Ball, tout simplement, en 2013, quand j'ai eu l'idée d'organiser des tournois, comme ce qui se faisait un peu partout en France, à Caen aussi, avec Jimmy, Jimmy de Caen, gros big up. Il a organisé son tournoi Quartier Ouest cet été encore une fois, et on a des actions en commun aussi au Bénin. ouais, C'est pas une personne que j'appréciais de base, ouais, parce que bah, forcément on était concurrents de ouais, tournoi, mais avec le temps, tu vois, comme on dit, avec la maturité, tu te poses et tu vois les bonnes choses. Et du coup, ces gars-là, on a beaucoup discuté ensemble. Et là, il organise un tournoi à Cotonou, ouais. dans mon pays, alors que c'est un Camerounais, tu vois. Incroyable. Et du coup, on a échangé depuis et tout. Et puis, voilà, c'est bien passé. Et il faut savoir aussi qu'à Nantes, il y a des tournois qui se font. Il y a 44 U-Ball. Ouais, 44 U-Ball, je les connais depuis le début. ouais, Parce qu'au début, bah, on était un petit peu en concurrence. ouais, Maintenant, il n'y a plus de concurrence. Je pense que ces trucs-là, c'est des trucs de gamins. ouais. D'accord. On est dans une ville comme Nantes. Il y a assez de guerres, il y a assez d'embrouilles, etc. Il y a assez il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Donc en vrai, si on peut s'unir, au lieu de se détruire comme on fait, je pense que ça serait mieux et je pense qu'il y aurait plus de talents qui émergeraient à tous les niveaux. Bah oui, c'est ça, faut se donner de la force. De toute façon, la lumière, si on la porte sur la ville,
Ça profite à tout le monde. Il n'y a pas de personne à qui ça profite le plus. Et du coup, je reviens sur ma deuxième question. Ouais. Les Jeux Olympiques, t'as qui en favori? Moi, franchement, faut se méfier des équipes de l'Est. Ouais. Parce que les États-Unis, ils ont ramené leur grosse équipe avec tous leurs gros joueurs, etc. Pour moi, quand j'ai vu ça, c'est les Avengers, hein. Ouais, peut-être bien. Mais les Avengers, c'était bien à l'époque des Jordan, etc. Ouais. Maintenant, le basket européen, le basket du monde et le basket des États-Unis, il est de plus en plus proche, ça se rapproche. À l'époque, on ne pouvait pas rivaliser avec eux comme ça. Regarde qui a gagné la Coupe du Monde. C'est l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde. Les Allemands. Tu vois ce que je veux dire? Les Allemands. C'est un pays, voilà, c'est l'Allemagne, quoi. Ouais. Pourquoi? Ils ont un collectif. Maintenant, on s'inspire, ils ont des joueurs NBA. Qui sont les 5 derniers MVP du championnat de NBA? Les 5 meilleurs joueurs du championnat NBA. C'est même pas des Américains. C'est qui les 5 meilleurs Il y a joueurs? Jokic, Ouais. un Serbe. Ok. Il y a Luka Doncic qui va l'avoir l'année prochaine. Ouais. Il y a Embiid qui l'a eu, un Camer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Giannis, un Nigérian grec. Tu vois, c'est pour voir à quel niveau le basket a évolué. Jokic, il l'a eu 3 ans de suite. Ça fait 3 années qu'il le prend. C'est un truc de malade. Ouais, Tu c'est un vois, truc de c'est fou. pour ça que je dis, ils ont beau amener leur équipe, etc. Ils ont une grosse équipe, on va pas se mentir, ils ont des gros joueurs. Mais tous ces joueurs-là, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Ouais. Sur le terrain, il y a 5 joueurs et un ballon. D'accord? Ouais. Donc ils ont beau ramener 12 joueurs, etc. J'ai eu la discussion hier, 5 joueurs, un ballon. Peut-être que ça va passer, Ouais. mais si ça passe pas, je serais pas étonné. Il y a l'Allemagne, il y a la France, faut respecter la France. Hein. Oh, ouais. Vous avez vu les joueurs qu'on a. Big up à la France, franchement, Wemby, tout ça là. Oh, ouais, C'est c'est du chaud, ça. tu vois. Bilal Koulibaly qui arrive, il y a beaucoup de jeunes, la nouvelle carte française. J'ai juste une déception pour la France, c'est Sylvain Francisco. Pour moi, il aurait dû être en équipe de France. Vous ne le connaissez pas, parce que voilà, mais c'est un joueur qui est très fort. Quand on le voit lui jouer, c'est notre représentant en fait des quartiers de France, tu vois. Ok. Lui, c'est un vrai mec de cité qui a vraiment, tu vois, qui a vraiment galéré au début parce qu'il était tout petit. Ouais. Il a gravi tous les échelons. Là, il joue en Allemagne, à Berlin. Il a fait l'Euroleague cette année. Il a fait une grosse saison. Il a fait les campagnes avec l'équipe de France l'année dernière, avant la Coupe du Monde. Il a fait des gros matchs. Il n'a pas été sélectionné. Je ne comprends pas pourquoi, tu vois. Alors qu'il y a des joueurs qui méritent, pour moi, pas leur place. Et lui, c'est quand on le voit jouer, si tu regardes sur tous les posts Instagram de la liste de l'équipe de France de basket, tout le monde demande pourquoi il n'est pas là. Parce qu'en fait, c'est lui notre représentant, en fait, tu vois. Sylvain Francisco, je l'ai connu, il était tout petit. Ouais. Nous, on était déjà grands. On jouait au K54. Il était là, il driblait sur le côté, tu vois. C'est qu'on l'a vu grandir. Tu l'as Tu vois, vu c'est évoluer. vraiment tu vois, le dream français, tu vois. Incroyable. Les quartiers de France. C'est lui. Et là, il n'a pas été sélectionné. Franchement, je suis déçu pour lui. Lui aussi doit être déçu. Mais voilà, tu vois, c'est que la France, il y a tellement un vivier de basketteurs maintenant avec les cultures, le mélange, etc. que on peut faire partie des top 3 nations du monde. Ah ouais? Si on a les bons dirigeants, les bons entraîneurs. Si vous cherchez un manager pour l'équipe de France, bon, je sais pas s'il peut faire 2 nations en même temps, mais Non, il y a déjà Boris Diaw. Boris Diaw, c'est un grand frère, c'est une légende de ce sport. Et je pense qu'il fait très bien son taf. Mais ouais. vraiment, Boris Diaw n'a rien à dire. Ok, ok. Bah écoute, moi, là, on arrive un peu sur la fin. Est-ce que tu as un message pour toutes les personnes qui voudraient entreprendre, qui voudraient aller jusqu'au bout de leur rêve, mais qui peuvent être un peu hésitantes? Est-ce que tu as un message? J'ai un seul message. N'hésitez pas à foncer. Les erreurs, ce n'est pas des échecs. Les échecs ne sont pas des erreurs. Lance-toi, tu feras tes erreurs, tu feras tes réussites, mais tu feras tout seul. Il n'y a personne qui va t'aider. Si tu le fais pour toi avant tout. N'écoute pas dans ton entourage. Et si tu as besoin de conseils, appelle-moi. Parfait. Vous avez entendu, comme on vous a dit, on était avec Big Younes. Et oubliez pas, aux grands hommes, la culture reconnaissante. Bao!